Monsieur le directeur, mes chers collègues, mesdames, messieurs, je suis particulièrement heureux de poursuivre ce soir le cycle des entretiens d'ici consacrés au pouvoir des mots dans des domaines variés. Après avoir abordé le mois dernier l'art du mot juste avec maître Bertrand Perrier, nous évoquons aujourd'hui avec vous, Dominique Volton, tu as vu que je te vois, hein, directeur de recherche au CNRS. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Hein. Oui. Le storytelling, méthode de communication fondée sur la narration. Cher ami, votre venue était très attendue par les habitants d'Issy-Moulineaux, tant ces derniers sont habitués à une communication davantage fondée sur l'humour, pour les raisons que je vous laisse deviner. Aussi sommes-nous ravis d'accueillir un penseur de référence dans le champ des sciences de l'information et de la communication, que vous avez contribué à ériger au rang de discipline scientifique incontournable du monde de la recherche. Avant d'être un fin précurseur en ce domaine, vous avez suivi un brillant parcours universitaire, licencié en droit, diplômé de Sciences Po Paris, d'études supérieures de sciences économiques et enfin docteur en sociologie. Dès 1988, vous fondez la première revue française spécialisée dans ces types de sciences, baptisée Hermès, aux éditions du CNRS que vous dirigez toujours aujourd'hui. Vous êtes resté fidèle à cette maison puisque vous y avez fondé en 2007 l'Institut des sciences de la communication. Auteur d'une trentaine d'ouvrages traduits en une vingtaine de langues, de plus d'une centaine d'articles, d'émissions remarquables, vos thèmes sont imprégnés des enjeux de notre temps, les médias, la communication politique, l'Europe, Internet, ou encore les rapports entre les sciences et la société. Vous étudiez les conséquences politiques, culturelles, de la mondialisation de l'information et de la communication, qui sont pour vous l'un des enjeux politiques majeurs du XXIe siècle. À ce titre, on vous doit cette citation aussi percutante que juste. L'information, c'est le message, la communication, c'est la relation. Décidément, vous savez, vous aussi, manier l'art de la communication. Avant de vous céder la parole, je vous rappelle que le prochain entretien d'ici sur la mythologie des Grecs et des Romains se tiendra le jeudi 9 décembre prochain en compagnie de Jean-Louis Poirier. Il me reste à vous souhaiter à toutes, à tous, une agréable et enrichissante soirée. Tu t'en vas, là? J'attends, avant de m'endormir. 5 minutes. Oui. Merci, monsieur le maire. Bonjour, mesdames et messieurs. Je vais parler du sujet, mais avant, je vous explique. En gros, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est vrai, depuis, je ne le savais pas, il y a 30 ans, mais maintenant je le sais, ce qui m'intéresse, c'est de faire une théorie de la communication pour revaloriser ce concept de communication qui est dévalorisé. Tout le monde ne cherche qu'à communiquer, personne n'arrive à communiquer, mais tout le monde déteste la communication. Voilà. On pourrait dire autrement, dans la vie, on espère tous être attendus, c'est-à-dire aimer, et on espère que la communication, l'amour va nous poursuivre ou va nous retrouver. La plupart du temps, on s'aperçoit qu'on court après. Donc ce mot est détesté, la valeur est essentielle. Et pourquoi je préfère le mot communication au mot information? Pour une raison très simple, c'est que l'information, c'est un message, presse écrite, radio, télévision, données, tandis que la communication, c'est l'enfer, c'est l'autre. Il n'y a que l'autre qui nous intéresse, c'est pour ça qu'on le cherche désespérément, et souvent je dis, on cherche l'autre, un autre qui nous ressemble. Quand on tombe sur lui, il ne ressemble pas assez, on ne se comprend pas, il se met à nous répondre, ça ne nous intéresse pas, et on est parti pour 70 ans de vie. Donc ce qui me fascine dans la communication, c'est l'incommunication. Et en fait, la théorie de la communication, qui est une théorie politique qui insiste sur les dimensions humaines par rapport aux dimensions techniques, en fait, c'est une théorie de la communication. C'est que je pense qu'on cherche la communication, c'est-à-dire la rencontre, l'amour, la relation. On bute sur l'incommunication, l'autre ne nous comprend pas, il n'est pas au rendez-vous, quand il nous répond, on s'en fiche. Et c'est ainsi tout le temps. Et je pense que l'incommunication est un concept très fécond, parce que justement, il part du fait qu'on ne se comprend pas. Il nous vaut partir du fait qu'on ne se comprend pas, plutôt que de croire qu'on peut se comprendre. Et c'est pour ça que je suis un amoureux fou de la construction européenne, parce que nous sommes actuellement 470 millions, nous n'avons rien à nous dire, on se déteste, les stéréotypes sont gigantesques, c'est pas peu dire, faisons circuler les stéréotypes sur chacun des peuples, c'est une horreur. Et malgré cela,
nous faisons la plus grande expérience politique mondiale de l'histoire, c'est-à-dire qu'on construit démocratiquement, pacifiquement, quelque chose auquel personne ne croit. Et les Européens sont les premiers à dire que l'Europe va se casser la gueule dans les 6 mois, dans les 2 ans. Donc nous, les Européens, nous faisons la plus grande expérience de cohabitation possible, voilà le mot important, la cohabitation, sur la base de l'incommunication, et cependant ça marche. Et un des grands problèmes de l'Europe, c'est que les Européens n'aiment pas ce qu'ils font. C'est un peu comme les Français. Enfin, on est un peu plus vaniteux que les Européens, nous les Français. Mais enfin, tout compte fait, on ne s'aime pas tellement. Et les Européens non plus ne s'aiment pas. Donc c'est ça qui m'intéresse. L'incommunication, et naturellement l'incommunication, c'est évidemment une dimension humaine, pas une dimension technique. Et un des enjeux du XXIe siècle, c'est qu'est-ce qui va gagner dans les 2 dimensions de la communication humaine, c'est-à-dire les difficultés de se comprendre, de s'aimer, de se respecter, de négocier, ou bien les mirages de la communication technique. Baladons dans la rue, n'importe où, tout le monde passe son temps avec les bigoudis sur les oreilles et à envoyer la cure de désintoxication à faire pour ceux qui sont sur les petites bécanes et fonction de la vitesse avec laquelle, avec 2 doigts, quelqu'un écrit. Plus le gars ou la fille écrit vite, plus il faut au moins une quinzaine d'années de désintox. Et c'est grave. Parce que le même gars qui passe des heures, ou la même nana, évidemment, qu'est-ce qu'il cherche? C'est finalement ce qu'on cherche sur les réseaux. C'est y a-t-il quelque part quelqu'un qui m'aime? Donc cette folie technique, elle a quand même pour horizon masqué mais réel. Purée, il n'y a pas quelqu'un quelque part. Donc finalement, l'enjeu, la division communication technique, communication humaine, est en fait une fausse division parce qu'il n'est de toute façon question que de communication humaine, que de recherche de la communication humaine. Mais comme cette communication humaine est décevante, on rêve que la communication technique nous permette de trouver des solutions. Et donc on est dans une espèce de le hérisson, pas le hérisson, l'hamster qui court dans la... Donc c'est tous ces décalages qui m'intéressent, en sachant que le plus compliqué c'est la communication humaine parce que c'est nous qui faisons la guerre. Rarement l'amour, mais beaucoup la guerre. Les tuyaux ne font pas la guerre. Mais par contre, les tuyaux ne rapprochent pas les gens. Donc il faut arriver à expliquer aux gens qu'en définitive, après avoir été séduit par les tuyaux, il faut quand même bien revenir à l'essentiel, c'est-à-dire quoi? Négocier pour se respecter. Même pas s'aimer, mais négocier pour arriver à cohabiter. Et la séquence théorique, je peux vous la résumer en 1 seconde, je reviens au sujet, mais vous allez comprendre pourquoi ça éclaire le sujet. On cherche le partage, donc l'amour, donc la communication, et naturellement on bute sur la communication. Du coup, il y a 2 solutions, ou bien on se sépare, ou bien on dit putain, celui-là il est pas mal quand même, ou il est pas mal, et on se met à faire l'essentiel de ce que nous faisons dans la vie, on se met à négocier, avec des concessions mutuelles. Donc on perd un temps fou dans la négo. Si la négo se termine pas, mais c'est vrai dans la vie privée, c'est vrai dans la vie d'entreprise, c'est vrai dans la vie municipale, c'est vrai dans la vie politique, dans l'Europe, dans la mondialisation. Si la négociation pour soulever et dépasser les contradictions de l'incommunication aboutit, on cohabite. Ce que finalement, au mieux, nous faisons tous. Avec nos patrons, avec nos enfants, avec nos amants, nos maîtresses et tout ça. Nos chefs, nos mères. Je ne vais pas parler des mères ce soir, mais la prochaine fois, je vous en parlerai. Il est inoxydable. Ça fait 3 siècles que je le connais et je ne comprends pas. Inoxydable. Et je dis ça avec une infinie tendresse. Donc, quand la négo aboutit, on cohabite. Quand la négo n'aboutit pas, on arrive au 3e sens du mot. Le premier, c'est partage, communication. Le 2e, c'est incommunication. Le 3e, c'est accommunication, c'est-à-dire la guerre, la mort, l'échec. Et naturellement, nous partons tous de l'incommunication, expérience que nous faisons depuis que nous sommes enfants. Et en fait, on espère tous remonter de l'incommunication à la communication, de ne pas tomber dans la communication. Et si vous voyez l'Europe, c'est exactement la situation de l'incommunication totale, préjugés, stéréotypes, représentations négatives, méfiance, et quand même, au bout d'un moment, on arrive à négocier. Et on sort de toutes les crises. Sur le Covid, c'était ça. Le principal problème des Européens, comme quoi vraiment on est toujours puni par ses propres valeurs, c'est que nous sommes le seul système politique à respecter l'autre. Et sur la migration, ça bug depuis 30 ans. Et naturellement, la question de migration va nous tomber sur le coin de la figure. Et de toutes les manières, maintenant, c'est le Nord avec la Pologne, un autre jour, ce sera ailleurs. Et la vraie tragédie pour l'Europe, c'est est-ce que nous respectons nos valeurs d'accueillir l'autre, ou bien nous ne les respectons pas. Et comme nos images sont vues dans le monde entier, ce qu'on peut craindre contre l'Europe, c'est qu'une bonne partie du reste du monde, qui est admiratif de l'Europe, beaucoup plus que nous, disent écoutez, cette trahison concernant, parce que nous sommes tous des immigrés illégaux, c'est la phrase du pape d'ailleurs, à 2 générations, nous sommes tous des immigrés illégaux. Et je la trouve très belle parce que c'est vrai, on oublie trop. Il n'y a jamais d'identité constituée définitivement, il y a des sommes d'identité. Et donc c'est vrai que si on n'est pas capable, nous les Européens les plus riches,
les plus démocratiques quand même, parce que nous sommes démocrates, être capable de résoudre ces problèmes-là, ça risque de nous retomber sur le coin de la figure. Mais c'est comme toujours, c'est sur les valeurs que l'on tombe, pas sur la puissance économique et financière. Donc bref, pour moi, la question de la communication, c'est une question politique, parce que c'est la paix et la guerre. On se tue, tant qu'on s'engueule, tant qu'on parle, c'est bon. Dans un couple, quand on s'envoie des chaussures à la figure et qu'on s'engueule, c'est bon. Si dans un couple qui soit hétéro-homo, on ne se dit plus rien, si la communication consiste à déplacer la petite cuillère comme elle était mise, ou le chien qu'on a sorti 3 fois alors qu'il faut le sortir 2 fois, donc tant que ça gueule, c'est bon. Donc surtout, ne vous installez pas dans le silence, parce qu'une fois qu'on est dans le silence, on ne peut pas en sortir. Et alors quand les gens prennent toujours un air, oh là là, ils s'engueulent beaucoup chez les Dupont et les Martin, mais tout le monde s'engueule. C'est pas possible. Et comme en plus maintenant on est en retard, vous comprenez bien, il faut aller à la comité 20, 30 ans, 40 ans, enfin, c'est un vrai bazar. On pouvait l'aimer quand il avait 30 ans, ce zouave, mais quand il en a 60... C'est pour ça que la retraite est une épreuve épouvantable, parce que le gars il dit, je vais chercher du pain, mais tu as déjà été 2 fois dans la journée. Parce que la seule solution, c'est d'acheter du pain. Vous promenez 4 fois le chien. Mais tant que ça s'engueule, il ne faut pas arriver à ce chef-d'œuvre de cinéma, qui était le film de Jean Gabin avec Simone Signoret, là, Le chat, à pleurer d'injonder les émotions. Je reviens, bref, j'aime les êtres humains, j'aime la communication, j'aime l'incommunication. Oui, c'est une question politique et pas une question technique. Oui, c'est la grande question du XXIe siècle, parce que ce monde qui s'ouvre, il angoisse tout le monde, et c'est pour ça qu'on n'a jamais construit autant de murs qu'on en construit partout, y compris en Europe, parce que cette mondialisation qui n'a été réalisée que pour des raisons financières et techniques et économiques, angoisse tout le monde, parce qu'on n'a pas envie de voir ce que fait le mec à Jakarta cet après-midi à 5 heures, on s'en fout. Et réciproquement. Seulement, on est obligé par les événements, donc on a peur. Donc on n'a qu'une envie, c'est de fermer, de faire des murs. Donc c'est pour ça que les valeurs de la communication, pour moi, sont plus importantes que les valeurs de l'écologie. Je finis en une seconde. Dans l'écologie, on veut respecter la nature et les animaux, c'est très bien. Mais on peut être un parfait écologiste totalement autiste ou autoritaire. Aucune allusion, aucun événement. Ou en tout cas inhumain, en tout cas pas communicationnel. Et vous pouvez tout à fait sauver la nature, les petits chiens, les petits animaux, les grands chevaux, tout ça, et être incapable d'avoir le respect de l'altérité. Donc la question de la communication, c'est une question plus compliquée à résoudre que celle du respect de la nature, qui n'est déjà pas facile. Mais autant sur l'écologie, on a compris qu'il faudra sauver les animaux, on a compris qu'il faudra sauver la nature, et on a compris qu'il faut sauver la diversité de la nature et des animaux, autant concernant les hommes, walou. On accepte que les migrants meurent dans la Méditerranée avec une indifférence totale. Or, on a noyé combien de génies déjà? Donc, on est fou. On accepte, tant mieux, de préserver la diversité humaine, la diversité de la nature, la diversité des animaux. Mais quand on arrive à la question politique, le respect d'autrui et respecter finalement la diversité humaine des cultures, des langues, alors... Et cependant, les Européens, dans leur folie, ont fait un acte essentiel en 2005. Nous avons signé à l'UNESCO un texte exceptionnel d'importance que personne n'applique, qui s'appelle la Convention pour le respect de la diversité culturelle, qui pose un principe aussi important que les conventions de 1945, Déclaration des droits de l'homme, qui dit que toutes les religions, les hommes, les cultures sont égales, indépendamment de leur taille. Donc c'est un principe de respect de la diversité qui est extraordinaire. Ça a été signé. Il n'y a que les États-Unis qui n'ont pas signé. On comprendra pourquoi, parce que maîtres des industries culturelles, ils ne peuvent pas à la fois défendre les industries culturelles qui leur sont profitables, et bon. Mais on s'en fiche, c'est pas grave, ce principe est posé. Donc la question pour moi du XXIe siècle, c'est beaucoup plus le respect des êtres humains, ne pas les massacrer dans leur diversité linguistique, culturelle et religieuse, que l'écologie. Ou plutôt, je dis souvent que la question de la communication viendra après la question de l'écologie. On résolvera l'écologie. Et pour une raison aussi simple, c'est que les écologistes oublient de nous dire que pour l'instant c'est une bataille politique. Mais le jour où le capitalisme, dans sa grande sagesse, vous comprenez mon humour, s'aperçoit qu'on peut gagner plus d'argent en étant écologiste que pas écologiste, le capitalisme peut devenir écologiste. Par contre, respecter l'autre qui n'a pas ma gueule, pas ma couleur, pas mon odeur, c'est pas évident. C'est plus facile de respecter la diversité de la végétation ou des animaux, qui est essentiel à respecter dans les deux cas, que de respecter la diversité humaine. La question, c'est l'autre. Et c'est pour ça que cette question me hante d'un point de vue théorique. Comment gérer cette question fondamentale du XXIe siècle, le respect de l'autre, à qui je n'ai rien à dire, qui n'a rien à me dire, et nous apportons seulement une communication à une communauté humaine dont en fait on s'en fout. Donc c'est pour moi une question politique, la communication. D'où le travail que je fais modestement avec mes petits bras,
de revaloriser le concept d'information et de communication, de souligner l'importance du concept de communication, de l'importance de l'incommunication, de la négociation, de la cohabitation et du respect de l'autre. D'ailleurs, j'ai écrit un nombre incalculable de bouquins, mais j'ai eu une expérience très importante il y a 2 ans. Oui, 2 ans, j'ai passé plus d'1 an avec le pape François, et dans un livre qui est publié, qui est formidable, parce que le pape François est un personnage incroyable. Et un jour, je disais la tolérance. Il me dit, non, Dominique, il ne faut pas employer ce mot tolérance. Ah ben, j'ai écouté, pour moi, c'est un des plus beaux mots. Il dit, mais pas du tout. Le mot tolérance, il suppose qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de l'autre. Je suis maître, je tolère l'autre. Alors j'étais un peu vexé, bon, pas par raison souvent, hein. Pas toujours, hein. Celui-là en tout cas je l'aime, les autres je les aime pas forcément, mais celui-là c'est un franciscain sur le fond, c'est pas un jésuite. Bref, mais je dis mais qu'est-ce qu'il faut dire? Mais vous dites le mot respect. Donc du coup maintenant je dis tout le temps respect, respect, respect. Alors qu'avant je dis content avec mon mot de l'État. Donc bref, il faut se respecter. Non mais c'est vrai, d'ailleurs c'est ce qu'il fait lui quand même, mine de rien. Non mais c'est vrai. T'as quand même quelques qualités. En matière d'humanité, avec son humour, il est pas mal. L'humour, c'est un raccourci d'intelligence, l'humour, parce que quand c'est bien fait, tout le monde comprend l'humour. Donc ça traverse toutes les classes sociales, tous les... Bon, je reviens sur mon affaire. Alors, le storytelling, c'est raconter des histoires. C'est ça que ça veut dire, de A à Z. Storytelling, raconter des histoires. Et d'ailleurs, toute l'ambiguïté des mots, c'est pour ça que les mots, c'est formidable, c'est que personne n'entend la même chose derrière un mot. Raconter des histoires, ça veut dire raconter des histoires pour essayer d'être cru, ou raconter des histoires pour essayer de bananer les autres. Et c'est pour ça que c'est un mot. Alors en fait, c'est une technique apparue dans les années 80, essentiellement pour les médias au départ, pour le fonctionnement des organisations dans les entreprises, et puis qui a généralisé vers la politique. En fait, le storytelling, c'est quand même l'idée d'utiliser d'autres méthodes que la rationalité pour faire passer des idées, mais c'est quand même l'idée qu'on va faire passer l'idée, et c'est quand même l'idée qu'on va quand même coincer les gens. Donc dans l'idée du storytelling, il y a le respect de l'autre, si je reprends le mot dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a le respect de l'autre, mais moins que l'idée qu'on va quand même l'avoir. Parce que l'enjeu de la communication, c'est comme je te baise, tu me baises, on se baise, et qui baise qui. Enfin, je m'excuse, on le coupera au montage. Hein. Donc je vais redescendre dans mon vocabulaire pour reprendre un vocabulaire plus scientifique, parce que je monte dans la liberté, et ça ne va pas être bon du tout. Coupez. Donc, j'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, donc, dans le storytelling, il y a quand même l'idée qu'on va pouvoir un peu manipuler l'autre. Et c'est ça l'enjeu théorique du storytelling. C'est honnête ou c'est pas honnête? Et c'est un mot qui reflète bien toutes les ambiguïtés. De quoi a-t-on peur dans la communication? De se faire avoir. On ne fait pas confiance à l'autre. Et chacun a peur de l'autre. D'ailleurs, la peur est l'antichambre de la haine. C'est-à-dire qu'on a une telle méfiance de l'autre, surtout quand maintenant on se voit tous, qu'on circule, qu'on prend l'avion, etc., hein, qu'au bout d'un moment, finalement, on pense que l'autre n'a qu'une envie, c'est de nous coincer. Parce que nous-mêmes, on a envie de coincer l'autre. Mais on n'y arrive pas. On est tous paranoïaques. Hein. On pense tous qu'on veut nous coincer. On n'arrive pas à nous coincer parce qu'on n'est pas si bête que ça. Mais on pense que nous, on va réussir à coincer l'autre. Et on est furieux quand on n'a pas réussi à le coincer. Alors évidemment, à côté de ça, il y a des tendances minoritaires d'amour. Je t'aime, on s'aime. Mais enfin, ça ne dure pas longtemps. La méfiance dure plus longtemps que l'amour. Et donc le storytelling, c'est une méthode parmi d'autres, venue par du marketing bien sûr, qui consiste à dire, on ne va pas partir par la raison, on va raconter des histoires. Et c'est vrai que nous, depuis gosse, on adore les histoires, à tous les sens du mot. Et donc, storytelling, c'est on va convaincre les gens, donc il y a quand même une idée d'intentionnalité. Il reste quand même un schéma de haut en bas. Vous comprenez que moi, ce qui m'intéresse dans la communication, c'est pas le schéma de haut en bas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment les récepteurs, c'est-à-dire vous et moi, comment nous ne recevons jamais l'information qu'on nous envoie. Et heureusement, on est prudent, on est bien élevé, mais on n'en pense pas moins. L'important dans la communication, c'est l'autre, celui qui n'est pas comme moi. Et la deuxième importance de la communication, c'est le récepteur, celui qui dit non à sa manière. Alors comme on ne dit rien, celui qui a maîtrisé le langage ou qui a maîtrisé les mots ou la technique, on pense qu'il a gagné, mais non. Les êtres humains, jusque dans les régimes totalitaires, ont dit non de 1001 manières. 1001 manières. Donc la question centrale de la communication, c'est le décalage qui est entre l'émetteur, le message et le récepteur. Et le plus important dans la communication, c'est le récepteur. Le plus difficile. Donc dans le storytelling, on a, comme toujours dans tout discours de conviction, la volonté de réduire la résistance de l'autre et d'obtenir et de réussir à le convaincre. On rêve tous de convaincre quelqu'un. On n'y rêve pratiquement jamais. Et même quand ça marche, quand vous avez réussi à convaincre quelqu'un, dites-vous bien que ça ne va pas durer longtemps.
Et c'est pour ça que c'est le bazar, la société. C'est que d'accord sur rien, se méfie sur tout, on est obligé de cohabiter. Moi, je suis anthropologue plus que sociologue, mais je suis fasciné du fait que la société, ça tient. Alors que si on savait comment là-haut c'est le bazar, et ailleurs c'est le bazar, on se dirait, putain, on fait l'anarchie. Mais non, on a quand même intérêt à regarder comment les Français, soi-disant non obéissants, ont été parmi les meilleurs élèves de l'Europe sur l'ensemble de la crise, de la Covid. C'est quand même étonnant. Oui, toujours individualiste, jamais content, on passe son temps à désobéir, c'est vrai, mais là on est oualou. Bien mieux que les Allemands. Et pourtant, Dieu sait... Ça, c'était l'allemand que je symbolisais. Dans les représentations, je rêve de faire un dictionnaire des stéréotypes et des représentations mutuelles. Sur l'Europe uniquement. Ben, ça serait gratiné. Hein. Mais c'est pas grave. Moi, je suis un optimiste convaincu, parce que nonobstant tout cela, on fait des choses. Alors, qu'est-ce qui est séduisant dans le storytelling, qu'on voit beaucoup dans l'économie, beaucoup dans la politique? C'est qu'on cherche des moyens de convaincre les gens. Là où c'est faible, c'est qu'on pense qu'on va convaincre les gens. Et c'est toujours la question à se poser dans la communication, qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui ne passe pas, qu'est-ce qui résiste? Et heureusement que ça résiste. Parce que si vous regardez aujourd'hui le nombre de milliers d'informations que nous recevons par jour, les 3 quarts du temps, catastrophique. Heureusement qu'on résiste. Moi j'étais administrateur à France Télévisions pendant 3 ou 4 siècles, je me souviens plus d'un service strictement rien, mais à chaque fois je répétais, pourquoi est-ce qu'à chaque journal on ne donne pas des bonnes informations? Pourquoi est-ce que c'est le monde épouvantable et pourri, 24/24? Comment peut-on continuer à regarder la télévision, écouter et se foutre sur les réseaux s'il n'y a jamais de bonnes nouvelles? Donc par conséquent, c'est très important de rééquilibrer ce flot d'informations par non pas forcément des tactiques de storytelling où on invente des histoires pour essayer de faire comprendre aux gens, mais au contraire par tout simplement factuellement des bonnes nouvelles. Et sinon on nous disait 20 bonnes nouvelles par jour, je pense que ça change notre représentation du monde. Donc quelle est la question qui est posée par le storytelling? C'est vrai ou c'est faux? Et on est au cœur de la bataille de l'information. Elle est vraie ou elle est fausse, cette histoire qu'on nous raconte? Et on rêve tous qu'on nous raconte des histoires, parce qu'on est tous restés un enfant à qui on raconte une histoire dans le lit avant d'éteindre la lumière ou de la laisser allumer la lumière. Mais c'est pas sûr. Donc il y a la suspicion. Et le storytelling est un outil de marketing politique ou de marketing organisationnel, alors qu'en fait, les gens en face vont se dire, je me fais avoir une fois, je me fais... Alors c'est embêtant, parce que cette méfiance qui se construit sur les échanges, elle retire ce qui est le cœur d'une société, c'est cohabiter. Mais en même temps, c'est vrai qu'on peut nous raconter n'importe quoi. Donc, aspect positif, on a un sens critique beaucoup plus fort qu'autrefois. Plus d'éducation, plus de voyages, etc. Ça, il faut le souligner. Et l'Europe est la partie du monde où il y a le plus de culture politique, le plus de tradition politique, le plus d'histoire. C'est pas nous qui avons commencé l'histoire, c'est Assur et Sumer, mais nous avons, nous, une construction politique. Et en même temps, le degré de haine et de méfiance est considérable. Mais au moins, nous, l'avantage que nous avons, nous, les Européens, par rapport aux autres grands peuples, puissances, chinois, indiens ou américains, c'est que nous avons conquis le monde, donc nous avons dominé le monde, du 14e au 20e, et nous avons été battus partout. La fin du colonialisme, c'est les défaites militaires. Elles n'étaient pas forcément militaires, elles étaient politiques, les défaites. Donc nous, les Européens, nous avons un trésor qui est que nous savons, nous, que l'autre, celui qu'on a dominé, il est intelligent parce qu'il nous a battus. Donc dans les conditions du XXIe siècle où il va bien falloir arriver à cohabiter avec d'autres cultures, la force que nous avons, c'est de reconnaître que même s'ils n'ont pas notre style, notre couleur, nos valeurs, les autres, nous ayant battus, ils sont sûrement intelligents. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que dans du storytelling, on ne peut pas faire ça. Le storytelling, il se fait à partir d'une culture. Et on ne peut pas faire dans toutes les cultures. Parce que les vocabulaires, les représentations, les souvenirs, les symboles ne sont pas les mêmes. Donc par conséquent, oui, c'est quelque chose qui est terriblement occidental. Ou plutôt, vous seriez en Chine, il y a un autre storytelling. Ou au Japon, un autre. Ou en Inde. Autrement dit, chaque culture construit ce qu'elle peut essayer de raconter aux autres. Et je n'ai rien contre le storytelling. Simplement, la moitié du temps, on se dit c'est vrai ou c'est faux. Donc les questions qui sont posées, et je ne vais pas parler longtemps pour qu'on puisse avoir une discussion, c'est que, c'est inventé pour essayer de résoudre un problème. 2, c'est inventé pour essayer de convaincre les gens. Donc ça reste de haut en bas. 3, ça ressemble vite au bout d'un moment à la publicité. Alors la publicité, c'est vraiment ce que déteste tout le monde. Alors moi je vous dis, je ne fais que de la recherche. J'ai qu'une seconde activité que j'adore. Le mot est stupide et prétentieux, mais je suis le président de l'autorité de, je ne sais pas comment ça s'appelle,
L'éthique de la publicité. Donc, il y a une organisation en France qui autorégule la publicité, qui est privée, et il y a un comité d'éthique au-dessus. Enfin, j'aime pas beaucoup le mot éthique, mais enfin bon, et du coup, je suis le président de ce truc-là. Donc, on voit tous les conflits sur la publicité. Et ça, c'est très intéressant, parce que je peux résumer le rapport à la publicité comme le rapport à la communication. On déteste tous la publicité. Pas de publicité, comme vous dites dans les boîtes aux lettres, et en même temps, on ne peut pas s'en passer, parce qu'à un monde sans publicité, puis ça permet de mentir, la publicité. Quand le gars il rentre et qu'il a enfin acheté à la Alfa Romeo 147, je prends le petit modèle, et qu'il se fait engueuler par sa femme, qu'est-ce qu'il dit? Si je me suis fait manipuler par la pub. Alors que le gars, depuis l'âge de 14 ans, a une Alpha. Et elle, quand elle va acheter le pot de crème, alors au Monoprix, le pot de crème pour anti-rides, il fait, je sais pas, cette taille-là. Dans un produit de beauté de luxe, il fait cette taille-là. Et naturellement, nous les hommes, on fait presque bientôt la même chose. On achète le petit pot de crème parce qu'on pense qu'il est plus cher, mais parce que c'est mieux. On sait très bien que c'est pas vrai. C'est la même chose sur la crème Nivea qu'on a, j'exagère à peine. Hein. Mais on s'en fout, on a envie d'acheter le truc à 230 €. Parce qu'à 230 €, ça vaut quelque chose. Tout ce qu'il y a 23 € chez... Comment ça s'appelle hein? Oui, c'est Sephora. Tu y vas toi aussi? Il y va souvent pour ses cheveux. Et ça marche bien, hein? Notaire, je fais ça pour 30 services. Et moi aussi, qu'est-ce que vous pensez ça mieux, hein? À 20 ans, les choses étaient acquises, hélas. Je parle pour les cheveux, pas pour le reste. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le storytelling, c'est une vision qui n'est pas exploitable au niveau mondial. C'est comme la pub. Une publicité américaine ne fait pas faire le public français, etc. Ça. Et c'est toujours intéressant, les choses qui ne sont pas aimées. Parce qu'évidemment, on ment. Bien sûr que la pub, au bout d'un moment, c'est du mensonge. Mais c'est pas du mensonge, la pub. Elle ne ment jamais, la pub, parce qu'elle dit, je vous fais ce produit-là pour justement que vous l'achetiez. Donc c'est probablement la publicité une des informations les plus honnêtes. Elle ne ment pas. Elle lui dit, j'espère bien que vous allez acheter de la crème du Schmoll, ou vous allez prendre du shampoing, etc. Mais nous, on croit qu'elle veut nous manipuler, mais elle ne nous manipule pas. Elle dit, achetez-moi parce que je suis vachement bien. Mais nous, on est content de l'acheter parce qu'on a envie, on ne veut pas non plus avoir l'air de se faire avoir. Donc c'est tout le temps comme ça, la communication. Et c'est pour ça que le storytelling est quelque chose qui est énervant, parce que pour une part, c'est une bonne idée, pourquoi pas inventer une histoire à raconter pour convaincre les gens, et en même temps, ça ne peut pas les gens pour des idiots. Et c'est pour ça que la politique est vraiment très difficile, surtout dans nos vieux pays comme les nôtres, politisés, qui ont une histoire, c'est que plus personne ne croit rien. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'affrontement politique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différences radicales gauche-droite, il y en a. Mais il y a des moments où ça se brouille. Et un des enjeux qu'on voit très bien dans l'extrême droite actuelle en France, mais partout en Europe, c'est que le centre, la droite et la gauche ont abandonné des concepts fondamentaux, nation, identité, patrie, histoire, tous ces mots qui structuraient de droite ou de gauche une représentation collective. Ces mots y ont été abandonnés parce que non modernes, c'est pour ça que la modernité, il faut y faire attention, ils sont tombés dans la rue, et la politique a horreur du vide, et l'extrême droite a ramassé tous les mots. Et c'est comme ça la politique. C'est comme ça la communication. C'est toujours une guerre stratégique. Alors, c'est pas pour manipuler les autres, mais c'est parce qu'on est dans des symboles qui s'opposent les uns aux autres. Et mieux vaut un pays où on s'engueule sur des conflits, la santé, l'éducation, l'emploi, peu importe, que des pays où on est sur du consensus. Mieux vaut du consensus. Mais il y en a très peu. Et en tout cas, il ne dure jamais longtemps. C'est pour ça que la politique, c'est pour moi la plus grande des activités humaines en démocratie. Parce que ce n'est assuré de rien. Il n'y a rien de plus difficile que de faire de la politique. Les politiques ne peuvent rien faire, pas grand-chose. Ils sont toujours détestés, on connaît tout, on veut tous savoir avec qui est couché à quelle heure, parce qu'en fait, c'est ça qui nous intéresse. Hein. Alors que ça n'a aucun intérêt. Et en plus, cette politique, elle est prise maintenant dans la mondialisation, et cette mondialisation est angoissante. Parce que c'est pas très drôle ce qui s'y passe. Donc, du coup, on essaie de se replier. Et les stratégies comment ça s'appelle, ce dont on parle là, de storytelling, sont des stratégies pour essayer de retrouver un intérêt. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que le récepteur est toujours intelligent. Il n'est jamais idiot, même s'il n'est pas éduqué, même s'il ne sait pas lire et écrire. L'intelligence humaine, elle est universelle, quelles que soient les formes d'éducation. 2, quand même, il y a une inégalité entre le récepteur et les émetteurs. 3, la culture fait des différences fondamentales. Au lieu de s'imaginer qu'il y a une culture mondiale qui n'existe pas, on ferait mieux de tenir compte. Les 2 véritables victoires de la mondialisation, elles sont sur 2 essentielles dimensions, mais ce n'est pas le tout, c'est la musique. Il y a des musiques mondiales. Et un truc complètement inattendu, les cuisines mondiales. Non pas une cuisine mondiale qui n'existe pas, qui est dégueulasse, qui est le croque-monsieur où vous mangez dans un nouveau hôtel à n'importe où, dans plein coin dans le monde. Mais en fait, la communication, elle s'est établie
les garçons et les filles entre 15 et 30 ans mangent n'importe quoi. Quand je dis n'importe quoi, c'est pas n'importe quoi comme qualité, mais n'importe quelle cuisine et écoutent n'importe quelle musique. Mais dans les deux cas, musique comme culture, comme cuisine, pardon, il y a de la diversité, c'est pas les mêmes. Donc je me dis, il faut si on veut vraiment une cohabitation mondiale qui reste du côté du respect d'autrui, il va bien falloir qu'on trouve peut-être des industries mondiales, mais avec des différences. Et nous, les Français, qui ne sommes quand même pas en retard sur la cuisine, on a pris un retard énorme en 30 ans, parce que c'est pour pas dire, je vais me dire, les Italiens, je ne vais pas dire de qualificatif pour les traiter, mais ils ont réussi à vendre au monde entier la pizza et les pâtes, les Japonais même leurs sushis, les US leurs hamburgers, et nous qui ne sommes pas plus mauvais, on n'a rien vendu. On n'a pas d'industrie mondiale. On dit on a les baguettes, tout le monde s'en fout de nos baguettes, les autres sont aussi bonnes que les nôtres. Croissants, congelés comme tout le monde. Donc on a un paradoxe dans la mondialisation de la diversité de la cuisine, c'est que, alors bien sûr on a nos grands chefs, gna 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 gna, mais enfin des millions de gens ne mangent pas parce que le menu d'un chef à 250 €. Donc un des paradoxes, c'est que nous sommes des acteurs principaux, la France, de la diversité sur la cuisine, et nous n'avons pas réussi. Sur la musique, c'est plus compliqué parce que, parenthèse, nous les Français, on est très bons sur les musiques DJ de tout le système numérique. Et on n'est même pas foutu de le vendre. Nous, on est insupportable, hein, comme masochisme. Je reviens sur le storytelling. Première question qu'il pose, vérité-mensonge. Ou la vérité ou le mensonge. Attention à la méfiance, à la manipulation. Attention à la mode. Attention au pouvoir des mots. Parce que oui, les mots font la paix et la guerre. Ils font la paix et la guerre, les mots. C'est pour ça que les hommes ont la maîtrise de la paix et de la guerre, et pas les outils, pas les internets. Mais ces mots-là, ils n'ont pas le même sens. Donc, ou bien on prend ou pour le dire autrement, je vais le dire autrement, la puissance des mots implique la richesse de la traduction. Et pour moi, la première industrie mondiale, c'est l'industrie de la traduction. Parce que comme on ne se comprend pas, il faudrait admettre à chaque fois que des traducteurs qui sont des génies. Pour moi, un traducteur, c'est un génie parce qu'il est capable de circuler dans deux espaces mentaux et d'être compris. Pour moi, c'est pas une industrie chère, mais comme par hasard, on dit toujours que c'est trop cher. Et c'est pas vrai. Mais tant que la traduction, ce qui ne sera jamais le cas, ne sera pas la première industrie mondiale, on n'arrêtera pas d'avoir des faux sens, des contresens et des suspicions. Le problème aujourd'hui de la communication et des mots, c'est qu'ils sont tellement omniprésents qu'en définitive, il y a de la méfiance pour résister à ça. Et c'est humain que nous ayons cette résistance. Parce que si nous ne l'avions pas, nous serions comme une machine à laver. Donc, c'est un problème immense, les échanges, et en même temps, c'est un système de peur, parce qu'on ne sait plus ce que veut dire quoi. Et l'avantage du storytelling, c'est qu'il prend une histoire nationale, je dis n'importe quoi, américaine, européenne ou anglaise, il fait quelque chose qui est à peu près cru, mais au bout d'un moment, l'esprit critique se remet en marche, on dit, mais c'est vrai? Où est la vérité? Où est le mensonge? Où est la manipulation? Et l'enjeu de la communication aujourd'hui, c'est qu'on pense que tout le monde ment. Et je ne sais pas comment on va pouvoir sortir de cette... parce que tout le monde ne ment pas. Et le pire, c'est quand on arrive sur les politiques, on dit ceux-là, ils passent leur temps à mentir. Mais ils ne mentent pas. Ils essaient de comprendre le monde qui est un bazar sans fin et d'être capable d'avoir 2-3 directions alors que tout est institutionnalisé, bureaucratisé, organisé. Mais comme on voit qu'ils ne sont pas capables de changer le monde, ben au bout d'un moment, alors nous les Français, on est terribles, on élit un roi, on est effrayant. On ne s'en est pas sorti de la guillotine. On élit un roi, pendant 6 mois, on lui accorde tous les pouvoirs. C'est l'adulation totale. Puis au bout de 6 mois, la déconstruction commence. Bam, 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 bam. Alors évidemment, il n'y a que De Gaulle qui renaît 50 ans après. Mais un De Gaulle, c'est pas tous les jours. Hein. Bon. Donc on demande tout, on pense, et les Français sont peut-être parmi les plus royalistes des Européens, des démocrates, mais même au bout d'un moment, ça descend. Donc nous n'accordons pas la confiance. Et comme le storytelling est basé sur la vitesse, et bien cette vitesse est à la fois ce qui nous permet de nous comprendre, en même temps qui s'échappe le plus vite. Donc c'est une arme à double tranchant. Et moi personnellement, de ce point de vue-là, je suis assez conservateur, je pense que les codes de communication profonds, il ne faut pas les toucher trop souvent. Et par exemple, la question posée par les réseaux sociaux, c'est qu'on confond information et expression, et que l'expression n'est pas l'information, encore moins la communication. Et que comme c'est un espace d'expression qui n'a pas de police, on a fait un progrès en disant, moi j'ai écrit mon premier bouquin en posant plusieurs questions sur Internet il y a 20 ans, on m'a traité de sale réactionnaire épouvantable. Je dis, il faut réguler Internet. Maintenant, tout le monde dit, on va réguler Internet. Donc dès qu'il y a de la régulation qui intervient, ça va. Mais la régulation, ce n'est pas du... Mince, le mot m'échappe décidément tout le temps. Ce n'est pas du storytelling. Pas du tout, c'est de l'argumentation. Tandis que le storytelling, comme j'ai dit au début, c'est raconter une histoire.
Et vous et moi, on ne sait pas jusqu'où on peut raconter une histoire, à partir de quand il faut passer de l'histoire à la politique. C'est pour ça que plus on est dans un espace ouvert, plus être capable... Le problème, ce n'est pas l'expression, c'est la communication. C'est quoi l'expression? J'ai une phrase qui me hante depuis des siècles. Si tout le monde s'exprime, qui écoute? Chacun a quelque chose à raconter, mais l'autre s'en fout. Et les réseaux, c'est extraordinaire. Alors, je me suis levé à 3 heures, j'ai bouffé mon tour. Et l'autre abruti lui répond, moi aussi, j'ai baisé à 14 heures, très bien, on s'en fout. Enfin, j'ai eu des relations à caractère sexuel. C'est mieux. Enfin, à caractère. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que plus on a de l'expression, plus on a de l'ouverture, plus il faut se méfier. Alors, qu'est-ce que je veux dire sur le fond par rapport au storytelling? C'est que moi, je suis conservateur au sens où je pense qu'on ne change pas les codes de communication, les valeurs, la représentation facilement. Il y a des oppositions idéologiques et culturelles. Les gens ne sont pas d'accord du point de vue religieux, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on le reconnaisse, qu'on le dise et qu'on dise on va négocier là-dessus pour cohabiter. Dès qu'on met le concept de cohabitation, donc de négociation, c'est gagnant. Et ce qui est embêtant dans le storytelling, c'est que c'est une histoire. Moi, je suis pour les histoires. Bien sûr, ça nous fait rêver, on est tous des gosses et compagnie. Mais quand même, au bout d'un moment, la réalité, c'est pas de l'histoire. Ou plutôt, c'est de l'histoire avec un grand H. C'est-à-dire la paix, la guerre, la mort, les massacres. Donc, c'est pas étonnant que ce soit venu des États-Unis qui ont une vision, comment dirais-je, de la société, qui ont une vision, c'est pas qu'elle est ahistorique, mais en tout cas, ils n'ont pas une vision tragique de l'histoire. Et tu sais si pourtant les conditions de naissance des États-Unis sont violentes. C'est très violent. Très violent. Mais ils essaient d'avoir une espèce d'idéalisme, une vision irénique. La force de l'Europe, encore une fois, c'est que nous savons que l'histoire est violente. Nous savons que l'histoire est tragique. Nous savons que les hommes n'ont qu'une envie, c'est de se massacrer. Et que c'est miracle quand pendant 50 à 60 ans, on arrive à tenir. Et c'est pour ça que, si on me demande un jugement de valeur sur finalement cette méthode de communication, qui est le storytelling, qui est de partir de l'histoire, etc., de raconter une histoire, je dis oui, d'accord, mais il ne faut pas aller trop loin parce que toujours l'histoire est tragique. Et donc il faut mieux vous ramener le fait qu'il faut négocier, qu'il faut apprendre à cohabiter alors qu'on n'a rien à se dire, et qu'on a beaucoup de méfiance mutuelle, plutôt que de croire qu'on peut s'endormir dans une... Et même les enfants savent très bien que l'histoire qu'on leur raconte, elle est évidemment fausse. Mais ils aiment qu'on leur raconte l'histoire fausse parce qu'il y a une espèce de logique d'amour dans la répétition. Donc, je ne voudrais pas être trop long parce que voilà, je suis trop long, je m'arrête. J'avais prévu autre chose encore à dire, mais je n'ai pas le temps de vous le dire. Pourtant, c'est très très intéressant. Mais non, mais je vais finir sur les mots. Il y a 10 mots-clés. J'avais bien préparé, j'ai un côté très scolaire. Moi, je prépare toujours mes conférences et je ne dis jamais la même chose et je ne me balade pas avec les... Comment on appelle ça? Ah, les trucs là qu'on met sur les... PowerPoint, merci, en bon français. Ouais, parce que si quelqu'un fait une conférence avec un PowerPoint, c'est qu'il raconte toujours la même chose. Donc quand vous avez des conférenciers qui vous font des choses avec PowerPoint, Achtung, Achtung, Achtung. Moi, j'ai jamais le même public. Donc, bien sûr, je ne change pas mes idées, je ne suis pas royaliste. Enfin, je n'ai rien contre les rois. Parenthèse, en vieillissant, quand même, on connaît mieux l'histoire. Dieu sait si je suis républicain. Mais quand même, la République française, sur sa vision de la féodalité et de la royauté, on n'a pas été dans la nuance depuis 1880. Bam, bam. Et quand on creuse un peu l'histoire, on s'aperçoit que ces régimes considérés comme étaient drôlement sophistiqués d'un point de vue esthétique, etc., etc. Et moi, je l'ai dit au ministre, mais ils s'en foutent, redonner une vision plus complexe de l'histoire de France, ça ne change rien, mais arrêtez de considérer que la féodalité ou l'aristocratie ou la monarchie étaient des trucs pas bons. C'était... Bon, je ferme ma parenthèse. Alors, 10 mots. C'est pas sur l'histoire que je dois parler ce soir, non. Les mots qui sont... Détournement. On a toujours peur d'un détournement. L'opposition entre confiance et méfiance. Le statut de la vérité et de l'erreur. La question de la manipulation et de l'influence. La question de la capacité critique, le poids ou non de la culture, quand y a-t-il ou non saturation, comment résister au complotisme, qui est quand même la grande maladie mentale actuelle du monde occidental, quelle distance, ça c'est une des questions les plus importantes, quelle distance faire? Et pour finir sur un mot qui m'obsède d'un point de vue théorique, nous sommes partis dans un modèle stupide d'une société en direct. Les réseaux, Internet, l'interactivité, gna 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 gna. Alors qu'en fait, tout est lent chez l'homme, et là, tout est rapide. Parce que vous et moi, pour vivre, pour donner de l'amour, pour en recevoir, pour gérer l'âge, pour affronter la maladie, tout est lent. Et en même temps, nous ne cessons de vivre dans un monde uniquement de plus en plus rapide, dont on ne sait pas quoi faire.
Donc tout le problème, c'est le conflit entre non pas seulement la vérité et l'erreur, mais aussi entre la vitesse et la lenteur. Rien de ce qui est humain n'est pas lent. Donc on est dans une espèce de tour. Et donc du coup, dans cette espèce d'idéologie de la vitesse, de l'instantané, de la transparence, parce que je n'ai pas le temps de développer les mots, mais c'est ça les mots qui nous... Exprimez-vous, racontez-vous. On oublie le temps et on oublie des professions qui sont indispensables pour moi. Ce sont ce que j'appelle les professions intermédiaires, c'est-à-dire tous les métiers qui ont une compétence, une expertise, et qui font l'interface entre les hommes, c'est-à-dire les professeurs, les médecins, les politiques, les journalistes, tous ces métiers fragiles. Parce que c'est quand même pas mal dénaturé. Et donc, un des enjeux pour moi, pour cesser une logique du storytelling, c'est de dire, oui, les intermédiaires professionnels ne sont pas des génies, un patron, un militaire, ce ne sont pas des génies tous ces gens-là. Mais au moins, ils nous permettent à nous de comprendre que la société est compliquée. Et que ce n'est pas facile de faire la guerre, que ce n'est pas facile d'être journaliste, ce n'est pas facile d'être professeur, ce n'est pas facile d'être médecin ou politique. Et sauvegarder ces métiers qui sont aujourd'hui dévalorisés, regardez... On va tous passer des milliers d'heures sur nos fichus bécanes pour savoir si on a un double cancer ou un triple cancer. Mais dès qu'on craint vraiment d'avoir un cancer, on va aller voir 30 toubibs pour les regarder dans les yeux pour savoir s'ils mentent ou s'ils ne mentent pas. Donc on peut jouer toutes les techniques interactives en disant ce toubib il sait rien, heureusement que j'étais sur Internet et que j'ai vu ça, oui. Mais le jour où on a vraiment peur, et sur les gosses qui peuvent tout faire sur le clavier individuel, non, parce que si on veut faire comme tous les parents du monde, foutre le gosse dans les meilleures écoles, ce qui n'est pas très égalitaire d'un point de vue républicain, on n'est pas mécontent d'aller faire tout ce qu'il faut comme cirque autour des lycées, des proviseurs, des trucs pour essayer de foutre le gosse à H4. C'est quoi ton grand lycée ici? Ionesco. Ionesco, vous le foutez. De mieux en mieux. Oh, lui, il est extraordinaire parce que la politique n'est jamais loin avec lui. Mais c'est bien parce qu'on le voit, on le sait. Donc pour finir sur les intermédiaires, on sait ce que c'est qu'un prof, qu'un curé, il n'est pas formidable, que le militaire, mais au moins, il montre que la société est compliquée. Et en gros, ce que je veux dire, c'est que je préfère qu'on donne à penser aux enfants, aux adolescents, aux adultes, l'idée que oui, c'est compliqué, mais qu'on peut négocier, qu'on peut s'engueuler, qu'on va trouver une solution, plutôt que de penser que par une histoire, aussi sophistiquée soit-elle, on va pouvoir s'en sortir. Donc en gros, pour finir, excusez-moi, j'ai été trop long, c'est à consommer avec modération, c'est comme le Canada Dry. C'est-à-dire que la réalité, elle n'est pas formidable, mais mieux vaut regarder la réalité et négocier avec elle, plutôt que de croire qu'il y a des solutions miracles qui, soit par les réseaux sociaux, soit par le storytelling ou autre chose, nous permettraient d'avoir une solution facile. Étant donné que la question principale, c'est pas seulement de comprendre le monde, c'est d'accepter de cohabiter avec lui quand on sait que les uns et les autres, nous n'en avons pas la même définition ni la même valeur. Et que c'est vrai que la question principale, c'est la question de la paix et de la guerre. Et que la communication, entendue comme une capacité de négociation, elle, c'est modeste, c'est pas prétentieux. Mais ça consiste à dire, je vous respecte, on n'est pas d'accord, mais on peut négocier. Et finalement, négocier, cohabiter, c'est ce qu'il y a de plus frustrant, mais c'est quand même ce qui définit finalement une société démocratique. Merci. Bon, j'ai plein de trucs à vous dire d'autres, mais bon. Je ne sais pas comment vous allez monter votre émission, mais si vous vous montrez ridicule dans cette émission, j'ai été parfait, c'est embêtant. Ah, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Les critiques, c'est pour beaucoup plus tard. Peut-être. Elles sont même tolérées. Hein. Finalement, cette question du storytelling, la difficulté, c'est qu'on veut revisiter l'histoire, c'est ça? On veut la simplifier. Si je dis n'importe quoi, mais comment il s'appelle, M. Seguin, c'est finalement assez simple. Mais le problème, c'est que même le gosse, il sait très bien que c'est plus compliqué que ça. Et là, le storytelling, c'est une réassurance. C'est rassurant. Mais je crois qu'on fait moins de morts et moins de haine en véhiculant la complexité du monde, en essayant d'expliquer la complexité du monde. Là, on est fou, hein, ce qu'on fait avec la mondialisation. Parce que la mondialisation, si vous voulez, en 89-90, avec la chute du communisme, on a fait une confusion gigantesque. On a confondu démocratie et mondialisation économique et financière. Donc il n'y a pas eu tellement de progrès en démocratie, c'est normal. Mais par contre, la mondialisation économique et financière s'est installée. Et là, ce qui s'est passé depuis les 2-3 crises qu'on a eues jusqu'au Covid, c'est quand même tout pour ça que la mondialisation, elle ne va pas résoudre ces questions. Donc du coup, il va falloir revenir à des visions beaucoup plus compliquées. Et nous, on a tous cru volontairement, mais de bonne foi, que la mondialisation politique, c'était également la mondialisation, l'égalité économique, pas du tout. Les riches sont plus riches, les pauvres sont plus pauvres, et les classes moyennes sont écrasées.
Donc on peut s'en sortir, parce que la politique, pourquoi c'est génial la politique? Parce que c'est le seul savoir qui vous dit en permanence, on peut négocier. On peut négocier, les travaillistes gagnent pendant 5 ans, après c'est les conservateurs, nous c'est les socialistes, après c'est etc. C'est partout pareil. Mais c'est ça le génie de la politique, c'est qu'on peut recommencer. Et donc par conséquent, mieux vaut une vision modeste et contradictoire de la réalité qu'une vision qui se simplifie. Quand ça se simplifie, il y a un loup quelque part. Le seul moment où on pense que c'est simple, c'est quand on est amoureux. Alors j'espère qu'il y a quelqu'un qui soit amoureux. Entre 2 hommes, entre 2 femmes, entre un homme et une femme, on s'en fout. Là, c'est formidable. Mais au bout de 8 jours, 15 jours, enfin 2 mois, enfin maxi 6 mois... on le voit très vite quand l'état amoureux baisse, hélas. Alors, on a plein de subterfuges après. Hein. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas l'état amoureux, quoi qu'il soit formidable, parce qu'il ne marche jamais. Mais c'est le après. Comment est-ce qu'on construit la négo? Et cette négo, mais c'est pas dans une entreprise aussi, mais c'est au niveau des relations affectives qu'on le voit le mieux. Et dans une famille, regardez comme c'est difficile. Le seul moment où ça marche bien, une famille, c'est dans les images de pub. Ils sont 2, ils ont 35-40 ans, ils ont des gosses il y a 2 gosses, un à 4 ans et un à 12 ans. Ça ne dure pas longtemps. Et le bordel commence. Il y a même des familles qui ont abandonné toute autorité à partir de 7 ans. Il y a des mômes de 2 ans qui imposent la tyrannie aux parents. Mais mon chouchou, moi, dans les avions et les trains, je tuerais. Le môme, il emmerde tout le monde. Il circule partout dans le truc. Il y a le père et la mère qui dit « Attention, Juju, je vais me fâcher. » Elle dit « Tu ne peux pas tenir ton môme ?»« Ah, mais non. Allez, arrête. Fais pas de bruit à les autres. » Alors, on essaie désespérément de dormir. Pas d'autorité. Il faut une autorité. L'autorité est indispensable, ne serait-ce que pour pouvoir se rebeller contre elle après. Mais ça, tout ça, c'est pas du storytelling. Tout ça, t'es pas d'accord? Moi, je suis pour alors, genre, si je dis ça, je me fais assassiner. Mais pourquoi pas remettre les blouses grises ou bleues pour tous les enfants des écoles? Les inégalités sont tellement grandes dans les vêtements que moi, si tout le monde a le même truc, pourquoi pas? Dans tous les pays du monde pauvre, quand on se balade, c'est émouvant de voir tous les mômes en bleu, en gris, en vert, n'importe quoi. Et pourquoi pas ça chez nous? Évidemment, l'industrie des modes, elle n'est pas pour. Mais il y a une forme d'égalité. Parce qu'on peut pas, bien sûr qu'il n'y a pas d'égalité des enfants, mais il y a des symboles qu'on peut... J'ai rien contre l'histoire, mais à condition qu'elle reste à sa place, voilà. Oui, je vous en prie. Dans le jeu, avec le micro. Oui. Vous devez appuyer sur le micro, madame. Appuyez sur le bouton. Oui, l'installation n'est pas bonne. Voilà. Dans le jeu, j'aime pas parler dans les micros. Essayez de m'entendre, là j'ai une voix qui porte. Je n'aime pas parler dans les micros. Vous n'aimez pas? C'est très grave. Hein. Ouais, peut-être une bonne quinzaine d'années de psychanalyse, ça irait mieux. Ah. Je suis pas prête. Dans le jeu de savoir si la personne qui est en face de moi, par exemple vous, dit la vérité ou pas, quand il fait une conférence par exemple, disons, qu'est-ce que j'ai à ma disposition pour vérifier s'il... Alors, réponse très simple. Un âge, un sexe, une culture, une histoire, des idéologies. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est pour ça que je passe mon temps à hurler avec les politiques. Le problème, c'est pas de dire quelque chose à quelqu'un, parce que quelqu'un reçoit et est complètement bétonné. Le problème, c'est comment, quand on dit quelque chose à quelqu'un, que la personne accepte de le recevoir, ou pas forcément de le recevoir, mais en tout cas d'écouter et de répondre. Mais le politique, la plupart du temps, il a quelque chose à dire, on s'en fout, on ne le croit pas, et quand on lui répond, il ne veut pas entendre. Donc c'est un dialogue de sourds. Moi, j'adore l'expression de dialogue de sourds. Donc vous me dites, mais pourquoi est-ce que je ne me ferais pas manipuler par les bêtises que vous racontez? Je vous réponds parce que vous avez un âge, un sexe, une culture, une histoire, des grands-parents, une idéologie. Vous avez été communiste, de droite, de gauche, on s'en fout, n'importe quoi. Et tout ça, c'est autant de filtres. Et moi, j'ai l'impression d'être démunie, justement. Pas du tout. Face à vous, par exemple. Mais pas du tout. Qu'est-ce que j'ai? Mais parce que vous trouvez sympathique, mais le matin, vous me faisiez me casser les pieds, ce gars-là. Mais pas du tout, on résiste. Ah bon? Mais bien sûr. Mais croyez, c'est très... Alors, pourquoi j'aime le métier de journaliste dans son essence? Pas forcément. Oui. C'est qu'un journaliste, c'est quelqu'un qui, tous les jours, va dire aux gens des choses qu'ils ne veulent pas entendre. Vous et moi, on a des idéologies. On code tout ce qui nous arrive. Les informations qu'on reçoit, on les code. On accepte, on n'accepte pas. Un journaliste comme un politique, c'est un gars qui n'arrête pas de dire, écoutez, vous croyez qu'on allait vers ça, maintenant on va vers ça. Alors le journaliste, on dit, nous emmerde, mais le politique, c'est quand même le fondement de la légitimité. Un politique courageux, je veux dire. Et je ne critique pas ceux qui n'arrivent pas à le dire,
parce que c'est tellement difficile d'être élu, et surtout d'être réélu. Parce qu'une élection, il y a des saints comme lui, mais la moitié du temps, vous vous faites élire 2 fois. La 3e fois, vous êtes battu. La 4e fois, vous êtes battu. Votre vie, elle est foutue. Vous avez passé... Et c'est pas critique, ce que la vie politique. Bien sûr. La vie tout court. Oui, non, d'accord, vous pouvez tomber amoureux au passage. Bon. Heureusement. Bien sûr, mais la vie politique, ça vous prend beaucoup de temps. C'est quand même des temps un peu chronophages. Regardez, à 6 h du matin, je suis sympa pour toi, à 6 h du matin, son bureau est déjà allumé. Il est là sur les parapheurs. Il envoie des messages dans le monde entier. Je pourrais faire une storytelling comme ça. Non, mais ça, donc, vrai, en fait. oui, oh, alors là, elle va t'augmenter. Je sens qu'elle va t'augmenter. Hein, tu es d'accord? Il dit rien, maintenant il parle plus. Il fait comme ça. Un sphinx. Mais quel comédien. Il s'est dit, plus je parle, plus ça retombe sur moi. Donc madame, rassurez-vous, personne n'est à poil quand on reçoit un message. Merci. Mais le vrai problème, c'est comment de faire changer les opinions quand les opinions ne comprennent pas un certain nombre de choses. Par exemple, si je prends l'écologie, parce que moi j'avais été, pour les plus anciens d'ici, un scientifique, le professeur Dumont, avait commencé à emmerder tout le monde il y a 60 ans sur les histoires d'écologie. On le prenait pour un dingo. Aujourd'hui, le monde entier a compris que l'écologie, c'est central. Mais moi, j'arrive avec une autre question qui n'est pas entendue. Quand j'ai aux écologistes, vous me cassez les pieds avec votre histoire. Vous avez tout à fait raison. Mais moi, je voudrais comprendre pourquoi M. Jadot, qui est soi-disant si différent des autres, il a tellement une gueule classique. Et je dis Jadot, son nom vient comme écolo. Mais les autres, il est tellement comme les autres à se battre de la même manière. Et je ne critique pas. Mais je leur dis, soyez modestes, se battre pour la nature et les animaux, ça ne dit rien sur le problème des hommes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous pouvez être un parfait écologiste et complètement tordu, complètement pervers dans les conduites humaines. Et moi, ma colère, elle est réelle. Pourquoi on n'en a rien à faire de la diversité humaine? Et pourquoi on est si sensible, enfin, à la diversité de la nature? Oh là là, on a perdu des coraux dans la mer de trucs mouches. Oh là là, il n'y a plus que trois rhinocéros blancs en Asie centrale, j'ai n'importe quoi. Oh, c'est vachement triste, faut absolument... Oui, d'accord, très bien, c'est vachement triste, mais tous les gosses qui meurent, et tous les adultes qui meurent. Et je ne sais pas pourquoi les hommes ne sont pas à ce point-là. Pourquoi ils sont... Je ne sais pas. Pourtant, les politiques disent en gros, ou même, je veux dire, c'est le plus gros échec démocratique, ça. Ah, on a découvert la nature, on a découvert les animaux, c'est fondamental. On ne dit rien sur les hommes. D'accord, je ne fais pas d'actualité, mais regardez ce qui se passe entre nos chers amis, les Polonais, et nos autres grands amis de Biélorussie, là. Mais ça pourrait aller ailleurs. On n'a jamais construit autant de murs depuis la chute du mur. Ça prouve que les peuples ont peur. Moi, je ne juge pas. Je dis, merde, si on fait des murs, ça veut dire qu'on a l'autre, on n'en veut pas. Donc, si on n'en veut pas, pourquoi? Et l'autre, il n'a pas notre gueule, il n'a pas notre couleur, mais c'est un être humain, c'est l'universalité de l'humanité. Et donc ça, selon votre choix idéologique, vous entendrez tel ou tel parti. C'est pour ça que c'est fascinant la communication. Et l'information aussi, on ne peut pas avoir d'information sans communication. Et réciproquement, mais c'est quand même plus compliqué la communication. Et quand ça marche, écoutez, pendant des siècles, les juifs, les musulmans, les chrétiens, ils ont vaguement cohabité, c'était toujours la guerre, mais enfin quand même sur le bassin méditerranéen, le XXe siècle, c'est... Pourquoi ça explose? Regardez. Je ne sais pas pourquoi c'est... C'est comme ça. Pourquoi l'homme a besoin de haïr à ce point-là et de se mettre... Je ne sais pas. Et c'est vrai que cette mondialisation ouverte où tout circule, elle a des aspects positifs extraordinaires, elle a des aspects négatifs incroyables, parce que, bon Dieu, si c'est pour se méfier de l'autre, à ce point... Alors avant, on s'engueulait dans les provinces, hein, parce que souvent, moi, j'ai beaucoup défendu, et je défends encore la télévision, parce que je pense que c'est un média de masse qui fait du lien. Alors oui, quand même, quand il n'y avait pas la radio et la télé, le monde était bien meilleur. Je dis, attendez, vous avez été dans les cours de ferme en 1830, c'était que de la haine. Le salaud d'à côté, il m'a piqué 3 acres et compagnie, c'était la haine. Entre les villages, à la limite, il y a moins de guerre aujourd'hui. Mais par contre, plus le monde est ouvert, plus on se méfie de l'autre. Et on en a peur. Mais même moi, des fois, je prends quand même pas mal le RER pour aller à Roissy. Après la gare du Nord, on n'est plus en France. On est quasiment même plus en Europe. C'est pas une raison pour être raciste. Hein, mais c'est vrai que, comme il y a l'autre, celui-là, il n'est pas du Berry. Ou celle-là, il ne vient pas du Gers. Rejoignez Marine Le Pen dans ce cas. Mais pas du tout. Mais attendez, pas du tout. On peut à la fois dire que les politiques urbaines ont été ainsi faites. Nous, les pays d'Europe, on a eu besoin économiquement de toutes ces populations immigrées. On n'a pas su comment intégrer ce problème dès lors qu'elle a été plus chrétienne. On est face à un problème de civilisation classique. Comment arriver à cohabiter quand on n'a pas les mêmes valeurs? Oui. Alors, ça a été pas mal. Et encore, quand vous regardez les images, en 1932-33,
parce qu'à partir de 25, c'est quand même les populations de Pologne et compagnie qui viennent, parce qu'avec la guerre de 14-18, hélas, tous les hommes sont morts. Donc pour toutes les mines, on fait beaucoup appel aux populations russes, ukrainiennes et compagnie. Mais la France a du retard sur la crise de 29-30, on l'a saisie qu'en 32-33. Il y a des images épouvantables où les militants de la CGT font des donneurs pour dire aux Polacs « tirez-nous !» Et c'est quand même la CGT qui a une vision universaliste, marxiste de l'époque et tout ça et tout ça. C'est pour ça que je préfère la réalité de l'histoire dans ses complexités à la simplification. On ne peut pas faire de politique sans simplification, c'est inévitable. Mais au bout d'un moment, c'est pour ça que pourquoi je pense que les institutions intermédiaires c'est utile, l'armée, le clergé, les politiques, le monde. Moi je passe mon temps, là je ne l'ai pas dit mais je le redis, j'ai une admiration mais sans fin pour les profs. Sans fin. Parce que ces profs, jusqu'à la 3e, ils intègrent. Après, à la 3e, c'est plus compliqué, mais quand même, arriver à intégrer, à faire cohabiter des cultures, des religions, des inégalités, comme il y en a dans toutes les écoles du monde, je ne crois pas seulement la France, on devrait, mais les profs, c'est exceptionnel, parce que chaque année, ça recommence, avec les mêmes inégalités. Et à chaque fois, ils repartent qu'il y aura quand même de l'égalité, qu'ils y croient, qu'on va transmettre du savoir. Moi, j'ai jamais vu un prof cynique, jamais. J'ai pas 20 ans, hein. J'ai jamais vu un prof cynique. Ils y croient à chaque fois. Alors qu'on me dit, arrête, connard, tu vois bien que ça marche pas. Ben non. Et j'ai jamais vu un médecin honnête qui dit, non, on va pas se battre pour essayer de... Et même un politique honnête, je désigne personne. Ah, elle est pas mal. Elle est bonne, elle est bonne. Ah, il parle encore. La bête est vivante. Mais pourquoi même les... 30 ans, je supporte. Oui. Et que je l'admire. Mais écoutez, pourquoi même les maires et compagnie? C'est parce que c'est les seuls hommes à qui on peut tout dire. Et les pauvres, ils n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont aucun pouvoir, ils sont complètement coincés, mais il y a une espèce d'humanité. Il est notre frère, comme on dit. Mais... Et c'est pour ça que la politique, c'est compliqué, parce que nous, on a raison en démocratie de rapprocher les citoyens des politiques, mais il ne faut pas trop les rapprocher. Pour une raison très simple, c'est que, d'abord, c'est eux qui ont une responsabilité historique que nous, on n'a pas, les citoyens, et qu'au bout d'un moment, c'est vraiment dur de faire de la politique. Donc un petit peu d'admiration, de distance, c'est quand même pas mal. C'est pas notre copain, le politique, parce qu'il a quand même la responsabilité infinie de la paix et de la guerre. Et là, en ce moment, on est dans un monde où nos amis chinois sont formidables. Hein. Remarquez, pourquoi on leur a léché les bottes pendant 30 ans, ça c'est une autre histoire. Parce qu'on y a été pendant 30 ans. Hein. C'était un grand marché, c'est le plus grand marché du monde. Moi, j'appartiens à un organisme scientifique, comme tout le monde, on y allait. Et le capitalisme, c'est bien à condition qu'il y ait beaucoup de contrepoids. Sinon... Encore une question. Oui, je vous en prie au fond. Oui, moi je suis journaliste, justement. Enfin, j'arrête pas de vous défendre. Oui, un petit peu. Mais vous avez raison, un petit peu. Et justement, comment nous se défendre, parce qu'on est aussi formé au storytelling, et ça pose question. Vous faites un distinguo entre communication et information, et moi je trouve qu'il est de plus en plus difficile d'informer. Est-ce que c'est notre devoir, comme pour les politiques? Je pense que c'est extrêmement dur aujourd'hui de bien faire son métier. Est-ce qu'on a une responsabilité? Est-ce qu'on est naïf? Comment résister? Ah non, vous n'êtes pas naïf. La première chose qui explique votre fragilité, et ça ne s'améliore pas depuis un siècle, c'est que vous n'avez aucune garantie par rapport à la logique capitaliste. On achète, on vend des boîtes, on les coupe, etc. Donc vous vous en sortez individuellement. Moi, je peux pas critiquer les journalistes sur cette dimension-là, de s'en sortir individuellement, parce que nous-mêmes, les universitaires, on fera la même chose quand on sera l'objet de manipulation. Bon. Mais c'est vrai que votre statut ne vous protège pas assez. Et ensuite de ça, il y a quand même, je prends un exemple que je connais bien, l'Europe. J'ai beaucoup écrit de livres sur l'Europe. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles l'Europe n'arrive pas à être intéressante et populaire, c'est parce que les gens s'en foutent, les citoyens européens. Et les journalistes ont tort, parce que quand on leur dit, mais c'est pas la peine qu'on en fasse, ça n'intéresse personne. Je réponds, mais la responsabilité d'un journaliste, c'est l'offre, c'est pas la demande. Parce que si on fait ce que les gens veulent, c'est catastrophique. Il faut faire un peu ce qu'ils veulent, bien sûr, mais pour l'Europe, par exemple, on n'a jamais expliqué en 30 à 40 ans, il n'y a pas de médias européens, les journalistes sont un service minimal, ils nous montrent que les images officielles d'un conseil des ministres qui va mal se terminer, etc., etc. Et donc, par conséquent, je pense que les gens... Tenez, sur l'Europe, moi j'ai écrit une chose que j'ai mis dans mon dernier livre, que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps. Une séquence qu'on voit tous. Un conseil de l'Europe se termine. Et naturellement, c'est un échec. Naturellement, il faudra un autre conseil de l'Europe avec les chefs d'État. À ce moment-là, s'ouvre la porte, la salle est un peu grande comme ça, et un caméraman fait des images prétextes pour même pas une minute. Qu'est-ce qu'on voit?
Les chefs d'État et de gouvernement qui remettent leur truc, qui rangent leurs papiers, leurs crayons. Il y en a qui se font au revoir, il y en a qui se font la bise. C'est-à-dire que d'un seul coup, en même pas une minute, vous observez une familiarité entre 40 chefs d'État et de gouvernement, qui naturellement sont tous en contentieux, que vous ne voyez nulle part au monde. Il n'y a aucun espace politique où vous avez monsieur le Chinois, l'Américain, il est seul avec ses 3 conseillers. Nous, on s'engueule, on se voit, on n'est pas foutu de trouver une solution, on est obligé de se rencontrer dans 2 mois. Et naturellement, les médias disent « Ah, ben, il n'y a encore pas de décision à ce Conseil des ministres. » Sympa. Parce que j'ai envie de dire aux journalistes, tapez-vous ce que c'est qu'une négo. Mais nonobstant le fait qu'ils sont d'accord sur rien, ils s'embrassent, ils se papotent, ils se font un petit coup. J'ai vu la mère Merkel mais 20 fois, c'est pas une chaleur, hein, la nana. Et bien, quand même, elle faisait... vous voyez ce que je veux dire? Je dis Merkel parce que c'est une grande femme, quand même. Enfin, pas physiquement, mais... politiquement, je veux dire, on soit de droite ou de gauche, on s'en fout. Elle représente quand même, elle a fait des choses sur l'Europe. En tout cas, elle a évité... Bon, bref, parlons pas de Merkel. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont une communauté, voilà, d'existence et de destin. Et ce qui est assez émouvant, c'est qu'ils ne la montrent même pas. Et c'est aux journalistes de faire la grandeur de ça. Et c'est rien, vous voyez ce que je veux dire? D'inventer, de faire du comparatisme. Pourquoi je pense que l'Europe c'est génial? C'est dès qu'on compare, on s'aperçoit qu'on ne se comprend pas. Mais ça, et que sauf, vous savez, j'ai regardé l'autre jour, j'ai trouvé par hasard, on est 470 millions. Il y a 200 millions d'Européens qui vivent dans des zones frontalières. Vous vous rendez compte? Près de la moitié. Alors quand vous êtes en zone frontalière, Italie, France, Espagne ou Allemagne, il y a plein de choses qui se passent dans les zones frontalières. Les gens vont manger chez les uns et les autres, acheter de l'essence qui est moins chère, des cigarettes, enfin tout le bazar des zones frontalières. Mais vous avez là une construction de l'Europe qui est incroyable. Il n'y a pas une émission. C'est intéressant de voir comment ils mangent les uns les autres, comment, etc., etc. On ne le fait pas. Pardon? Un thème? Oui, un thème. Monter une émission, moi je vais chez vous, hein. Mais sûr. Parce que on n'a rien à dire vous croyez qu'un Finlandais comprend quelque chose en grec? Que dalle. Et réciproquement, sauf que le grec essaie de baiser le Finlandais. Il a raison, il fait du commerce, c'est comme les Phéniciens. Et Tunisien et tout ça. Mais il n'empêche que à négocier. Donc ce que je reproche aux journalistes, c'est pas du tout leur dépendance. Ils sont trop suivistes par rapport à la politique, trop pipolisants. Il faut pas être, la pipolisation, c'est un échec. Il faut être proche des gens, il faut dire je comprends pas, il y a 3 hypothèses, des choses très simples. Mais pourquoi la radio est le média qui marche le mieux? Parce que c'est celle qui fait le mieux ça. Et pourquoi j'ai pas eu le temps de parler des médias, mais j'ai écrit, je sais pas comment, moi je suis un amoureux fou de la radio, premier média du monde, de la télévision généraliste, très méfiant sur les réseaux, parce que sur les réseaux, par définition, c'est de la saloperie qui circule, que les journalistes, qu'est-ce qu'ils ont fait comme erreur, les journalistes? Quand les réseaux sont apparus, on a dédié dans chaque rédaction un monsieur ou une madame réseau. Et donc à la fin de chaque information, on dit alors quoi de neuf aujourd'hui sur les réseaux? Mais c'est pathétique. Si jamais les journalistes qui représentent la fragile légitimité de l'information sont les premiers à les gratouiller pour sortir 3 conneries qu'il y a sur les réseaux, pourquoi est-ce qu'on les croirait? S'il y a un scandale pour montrer ce qui est vrai, ce qui est faux, les rubriques vrai-faux, c'est une très bonne rubrique. Vrai-faux. Il faut multiplier ça. Il faut prendre le spectateur comme un mec intelligent ou une nana intelligente et qu'on respecte. On dit voilà, là on ne sait pas expliquer, mais là on sait que c'est faux et on le dit. Et on le dit, et pourquoi? Et ça dure 20 secondes d'explication, une minute, bref, peu importe. Et la radio, elle sert beaucoup, et la télévision, dès qu'il y a un événement grave, c'est pour ça que moi j'ai écrit beaucoup sur la télévision de masse pour la défendre, parce que c'est pour moi l'école de la démocratie, même s'il y a des conneries. On m'a dit, mais attends, c'est fini grâce aux médias thématiques, c'est fini ta télévision généraliste. Mais je dis non, l'avenir est devant elle. Plus c'est thématique, plus on a besoin de se retrouver quand il y a un événement grave. Et dès qu'il y a un événement grave, les gens regardent la télévision. Et ils écoutent la radio. Parce que la télévision, c'est un lien social, c'est de la démocratie. Il n'y aura jamais cette solidarité sur les réseaux. Donc, plus il y a comment dirais-je, votre métier est 10 fois plus important qu'il y a 50 ans. Parce que pour décoder, pour hiérarchiser, pour expliquer, et pas donner que des mauvaises nouvelles. Quand il y a une bonne nouvelle, c'est quand même incroyable. Et il n'y en a pratiquement jamais. Alors, il y en a quand même tous les jours. Il y a de l'amour qui se passe, il y a de la solidarité, il y a du respect d'autrui, il y a des inventions. Les profs, on les fait parler quand jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, 300 personnes au service de politique intérieure pour savoir qui a baisé avec qui au Conseil des ministres. Et ça, oui, ça, on s'en fout, mais c'est un peu ça. Écoutez, ce qui intéresse tout le monde, c'est avec qui il est, Macron. Hein, alors qu'on s'en fout. Il fait ce qu'il peut, le pauvre. Je parle de ses relations de Gracias. Et comme on est tous voyeurs, on a tous envie d'être derrière la chambre de Macron, mais on s'en fout. Il fait ce qu'il peut, le pauvre, parce que c'est vraiment ce qu'il peut. Alors, je dis rien, hein.
voyez ce que je veux dire? Et on peut raconter de l'humour. L'humour. Là, les 3 quarts des blagues, on n'ose plus les faire aujourd'hui. Parce qu'il y a toujours un gros, un PD, un militaire, un juif, un musulman qui dit « Vous m'avez attaqué dans mon identité ». Alors ça, c'est un truc grave. On n'a plus le droit d'avoir un quart d'insolence. Il y a toujours un groupe qui se sent menacé. Et je ne parle pas des femmes, hein, parce que... Bah, du coup, je vais prendre la parole. Monsieur Bolton, merci beaucoup. Non, mais toi, il n'y a pas une autre... marié Benalla. Ah oui? Eh oui. Ah bah t'es pas un... Hein? On m'a appris le matin qu'il n'était pas libre, il était en garde à vue. Ah. Il n'y a pas une ou deux autres questions, là? Alors. Ou une critique, madame? Au fond. Bonjour, Sophie Victor Trouillet. Merci de me prendre ma question. En fait, j'en ai deux. La première, vous disiez au début, peut-être que vous parlez un petit peu vite et que j'ai pas bien compris, mais vous sembliez dire que voilà, l'écologie, on pouvait pas forcément, on pouvait pas être bien bon communicant et écologiste, etc. Non, c'est pas ça que je dis. Oui, ça marche jamais la communication. J'ai pas du tout dit ça et c'est ce qu'elle a compris. J'ai pas compris. Et c'est le début du bordel. Et c'est comme ça tout le temps. Ouais. Mais je suis stupéfait. Le nombre de fois à la sortie des conférences, je vous coupe madame, il y a un gars ou une nana qui vient voir et dit écoutez, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, et le gars ou la fille dit quelque chose, non seulement je ne l'ai pas dit, non seulement j'y pense pas, et non seulement je pense pas ça. Et oui, on est dans un bon exemple de communication. Et c'est pour ça que ça tient les couples de temps en temps, dans la phase amoureuse. Parce qu'après, excusez-moi. Mais en fait, j'aimerais bien, du coup, savoir comment vous interprétez, par exemple, la communication du choc des militantes radicales comme celle de L214, et les images comme ça. Alors peut-être que pour vous, c'est pas de la communication, puisque c'est pas du respect de l'être humain, etc. Alors moi, je suis bien d'accord pour dire que la communication, c'est le respect de l'autre. Puis la deuxième question, c'est, oui, je pensais aussi aux ZAD. Qui sont quand même plus pacifiques et qui communiquent un petit peu sur aussi l'utopie possible des villes qu'ils sont en train de construire, donc c'est quand même aussi un peu de la communication. Et puis vraiment sur le storytelling, moi je suis la première à dire qu'effectivement il y a une complexité du monde et que voilà, une histoire simplifiée c'est de la manipulation. Mais d'un autre côté, vous ne semblez pas non plus inclure dans le storytelling les histoires qu'on choisit de se raconter pour nous, pour le commun, pour s'apprendre quelque chose, pour les vertus cathartiques d'un conte pour enfants, par exemple, qui vont se retrouver ensuite dans une entreprise. On va choisir peut-être ensemble un animal qui va la représenter, quelque chose de commun qui va nous représenter nos intérêts. Et ça aussi, c'est un storytelling. Voilà. Oui. Vous avez dit une phrase très juste, même chacun se raconte son storytelling, et c'est très bien comme ça. D'ailleurs, le cœur du storytelling, au bout d'un moment, c'est l'imaginaire. Mais moi, j'aurais presque tendance à opposer deux choses. Préserver les imaginaires, mais avoir le métier des profs, des journalistes et des politiques. Parce que les imaginaires, au bout d'un moment, c'est aussi l'imaginaire de la mort, hein, de la violence, et de la destruction, du racisme, etc. De l'antisémitisme et tout ça. Donc, oui, au maintien des imaginaires, à condition de bien rappeler les règles. Et on voit la bataille qu'il y a en Europe sur la question de la laïcité, du voile et tout le bazar. Et surtout, et ça c'est le métier de la presse, d'essayer, quand un événement arrive, de le restituer par rapport aux 3-4 positions en présence. Parce que vous ne pouvez pas vous substituer aux citoyens. Mais vous pouvez dire aux citoyens, voilà, on a un problème, je vais essayer de vous résumer les 3 positions qui existent. C'est-à-dire que le journaliste n'assume pas la vérité, on ne va pas dire qu'il assume un éclaircissement de la réalité, et il laisse aux citoyens la possibilité de changer. Mais il y a des tas de situations où les médias ont un rôle extrêmement positif. Il y en a où il est trop pipolisant actuellement, mais ils vont en sortir. Ils sont trop proches des réseaux, mais ils vont en sortir. Mais il y a aussi des tas de fois où les médias dans le monde, surtout dans le monde occidental, on a quand même été des facteurs incroyables de déblocage des situations politiques ou religieuses, etc., etc. Mais, pour que ce soit honnête, la pire des choses, si vous voulez, c'est la haine contre les profs, contre les politiques, contre les journalistes, contre les militaires, voilà. Ça, dès qu'on touche à un de ces piliers institutionnels, c'est pas des génies, les journalistes, les professeurs non plus. Mais quand même, on essaie d'expliquer. Par exemple, souvent, je dis aux journalistes, arrêtez de vous inviter entre vous dans vos émissions. C'est effrayant. Alors, pour répondre à votre question, madame, il n'y a pas un journaliste que je n'entends pas 3 fois par jour qui dit, ah, nous, on fait de l'information, on ne fait pas de la com. C'est ridicule. Parce que je dis, attendez, monsieur le journaliste, quand vous parlez, vous essayez d'être clair, ben oui.
Vous essayez de comprendre, oui, vous faites de la com. Parce que la com, c'est tenir compte du point de vue de l'autre, et être capable d'être compréhensible. Donc arrêtez de dire que vous êtes sérieux, alors que les 3 quarts du temps, vous ne faites que de la com. On n'a qu'à voir, moi ce qui me scandalise tous les ans, il y a le mercato des journalistes, où sur les flancs des bus, on voit Tartemol est passé de RTL à France Inter, Duchemol est passé de TF1, on s'en fout. C'est quand même c'est de la pipolisation, au pire. Et ils sont en train, tous les matins, dès qu'ils ont un micro, de dire « Ah non, on n'est pas du tout, on ne fait pas de la com. » Ils sont que de la com. Jusqu'où peuvent-ils en faire, le mercato, là? Jusqu'où, à partir de quand ils dénaturent le métier? Moi, je leur dis, là, arrêtez. Et là, il n'y a pas une semaine où ils ne sont pas en train de dire « Les scores sont meilleurs, de 4h du matin à 4h30, on a gagné. » J'exagère, mais bon. Les profs, les journalistes, les politiques, les universitaires, on est condamné dans un univers où tout fonctionne dans tous les sens à avoir un minimum d'austérité, le mot est trop dur. Mais on peut être formellement décontracté, mais on tient des valeurs, voilà. Et la valeur de l'information, elle est fondamentale. Oui, un journaliste fait de l'information, mais il est aussi dans la com. Par contre, il ne faut pas qu'il vire trop dans la com. Et quand il est vendu X milliers d'euros par mois, comprenez, on les connaît tous, ces stars des médias, où il y a quelque chose qui ne va pas. Elle a vieilli, elle n'a pas grossi, on s'en fout. Puis après, elle passe au 2e rang et on refout un autre couple. Et le drame, c'est qu'ils adorent ça, les stars. Elles adorent ça, les stars. Elles sont les premières à se faire payer. Et là, après, je ne dis pas la peine que vous vous étonniez qu'il y a de la délégitimation à votre égard. Et arrêtez surtout de dire que vous faites de l'information. Alors vous êtes pieds et mains liés à la com et de dévaloriser la com. C'est quoi la com? Pourquoi moi je défends le mot com? C'est parce qu'on veut tous faire de la com. Vous et moi, on n'a qu'une envie, c'est d'influencer les gens. C'est ça l'idée de la com, hein. On va manipuler les gens. Mais tout le monde a envie de baiser l'autre, entre guillemets, psychiquement, je veux dire. Oui. Tout le monde influencé, excusez-moi, monsieur le professeur. Ici les Moulineaux, hein, on rigole pas. Mais, si vous voulez, tout le monde fait de la com, tout le monde veut séduire. On a envie d'aimer, on a envie d'être aimé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On fait tous de la com, et on dit, mais non, moi, j'en fais pas. Heureusement qu'on essaie d'en faire, c'est un jeu. C'est le jeu de la drague, C'est pas pour autant que notre vie se réduit à de la com. Donc quand les journalistes, dans une espèce d'affect invraisemblable, oh, nous on fait de l'information, alors on les voit les mêmes, hein, qui sont en train de ramer pour avoir... Et alors, dernière chose, pardon, le monde journaliste se reçoit tout autre. Oh, je te remercie, je te reçois, tu as écrit ton livre, Moi, je fais partie des milliers de gens qui écrivent des bouquins, encore, j'ai pas à me plaindre, mais le nombre de bouquins que j'ai fait, que j'ai pas eu 3 minutes de radio de télévision, et je dis pas que c'est génial ce que je raconte, mais c'est pas plus con que ce que racontait l'autre sur l'histoire, hein, qui lui était reçu 10 fois dans les émissions, 20 fois, et comment ça va, gna gna. Et ils prennent les gens pour des cons, parce qu'ils pensent que les gens, dans leur poste de l'autre côté, vont pas dire, il y en a marre de les voir, ceux-là. Alors, Monsieur Volton, la transition va être facile puisque je vais vous proposer de continuer et de poursuivre dans le cadre d'une séance de dédicace dans le hall de l'Hôtel de Ville. En tout cas, nous vous applaudissons, nous vous remercions beaucoup pour cette soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette conférence. On va avoir le verre de l'amitié également. Et Monsieur le maire a rappelé notre prochain rendez-vous le 9 décembre avec Jean-Louis Poirier. Merci beaucoup à tous. Et bonne vie, bonne vie.